Au sommaire de cette édition, la journée mondiale de lutte contre le paludisme ce mardi 25 avril. En RDC, la maladie est la première cause de décès chez les enfants de moins de 5 ans et ce, malgré les vaccins. Début de l'enquête après l'incendie qui a ravagé presque la moitié du lycée Mwanga de Kolwezi dans la province du Lualaba. Le gouvernement provincial précise néanmoins qu'il n'y a pas eu de mort. Au Soudan, un cessez-le-feu de 72 heures signé par Burhan et Hermeti sous l'égide des États-Unis a été décrété. Cela après 10 jours de combats qui ont causé jusqu'à plus de 400 morts. Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition sur Télé 50. On ouvre avec cette journée mondiale de lutte contre le paludisme. Cette maladie qui, selon l'Organisation mondiale de la santé, touche près de la moitié de l'humanité. En RDC, elle est la première cause de consultation, d'hospitalisation et de décès chez les enfants de moins de 5 ans. Face à ce tableau sombre, le programme national de lutte contre le paludisme PNLP et ses partenaires multiplient des stratégies afin de renverser la tendance. Le paludisme tue et continue à tuer en Afrique. Selon le programme national de lutte contre le paludisme, l'on a recensé 22 millions de cas en 2022. Cette pathologie demeure donc la première cause de mortalité en RDC. Parmi les principales victimes de la malaria, on trouve les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Fanny Mavitidi est admise à l'hôpital général de référence de Mbumbu depuis près d'une semaine. Son nourrisson de 8 mois souffre du paludisme et elle est soignée dans cette formation médicale. Elle avait la malaria en plus. Elle avait fait une crise. Grâce à Dieu et les traitements reçus de médecins, l'enfant se porte bien. Parce qu'elle ne mangeait pas, ne tétait pas, mais aujourd'hui, elle le fait normalement. Elle ne fait plus de fièvre. Il y a un grand changement. Dans cet hôpital, 90% d'examens réalisés en pédiatrie confirment le paludisme et la prise en charge s'est faite selon un protocole bien déterminé. Dr Delphin Makembo est médecin généraliste. Il déplore tout de même que la majorité de patients arrivent au stade avancé de la maladie. Pour une meilleure prise en charge des malades, les parents sont appelés à ramener rapidement les enfants à l'hôpital en cas de signes annonciateurs pour un diagnostic approprié. Au PNLP, on constate l'identification de cette pathologie et son maintien comme première cause de mortalité au pays. Pour faire face à ces fléaux, le monde célèbre le 25 avril de chaque année une journée de lutte contre le paludisme. Cette année, le thème choisi est « Il est temps de parvenir à 0 cas de paludisme, investir, innover et mettre en œuvre ». Les gouvernements et ses partenaires multiplient des stratégies pour réduire l'incidence de la malaria. Il y a encore 10 chemins à parcourir. Au sujet du drame du lycée Mwanga survenu hier lundi à Kolwezi, l'incendie a ravagé les bâtiments. Selon les témoins, le feu serait parti de l'internat des filles et s'est propagé dans les salles de classe pendant que les élèves étaient en plein cours. On déplore une centaine de blessés et des dégâts matériels importants. Aucun décès n'est signalé, affirment les autorités du Lualaba. Suite au sinistre survenu ce lundi 24 avril 2023 à Kolwezi, au lycée Mwanga, qui a connu un incendie, un conseil de sécurité mixte s'est tenu en toute urgence sous la conduite du ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Deodad Kapenda Wakapenda, représentant de la gouverneure de la province en mission. Dans cette communication, le ministre provincial de l'Intérieur a rassuré qu'il n'y a en ce moment aucun décès à déplorer. Les blessés au nombre de 132 sont pris dans différents hôpitaux de la ville de Kolwezi. Jusque-là, Dieu merci, nous ne déplorons aucun mort. Nous osons croire qu'après, il n'y aurait pas de mort. Mais pour le moment, il n'y a pas un seul cas de décès par rapport à l'incendie que nous avons connu. Au niveau du gouvernement central, la situation de l'incendie du lycée Mwanga est suivie avec attention. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, affirme que le ministère de l'Intérieur suit de près la situation et une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine de l'incendie. Et les origines ne sont pas encore connues. La SNEL a été requise par les autorités locales pour contribuer à l'enquête et un dossier a été ouvert au parquet. Les élèves ont rapporté que le fait est parti d'un court-circuit dans les plafonds de l'internat. Les flammes ont consumé la moitié de ces bâtiments construits depuis l'époque coloniale par l'église catholique.
Les familles attendent voir l'évolution de l'enquête pour en savoir un peu plus sur les causes de cet incendie et les dispositions prises pour éviter pareille situation dans l'avenir. Un événement qui a suscité beaucoup de réactions. La dernière en date est celle de l'ancienne première dame Marie-Olive Lembe Kabila. Je cite, « C'est avec un cœur meurtri que j'ai appris la triste nouvelle de l'incendie qui a dévasté ce lundi une partie du lycée Mwanga de Kolwezi. Les images du drame sont affreuses. J'exprime ma compassion aux victimes et à leurs proches. Plaise à Dieu de vous apporter sa consolation. » Fin de citation. Autre actualité, au Nord Kivu, le commandement des forces de l'EAC confirme le non-retrait du M23 de plusieurs localités ainsi que le retrait partiel dans d'autres. Ce constat est fait après une tournée dans quelques zones jadis sous contrôle de ces forces négatives soutenues par le Rwanda. Devant la presse, les commandants des forces des pays de la communauté de l'Afrique de l'Est a été clair. Jeff Nyaga confirme ce que les autorités congolaises avaient dénoncé quelques jours plus tôt sur les non-retraits des terroristes du M23 soutenus par les Rwandais. Ces forces négatives ne se sont pas retirées totalement des localités qu'elles occupaient. Il y a un retrait partiel de M23 dans les zones suivantes. Je vais commencer par les plus près, de la zone de Kibumba. Quand les forces régionales de l'Afrique de l'Est ont pris Kibumba, l'effectif total des M23 était de 300. Ce nombre parmi eux, ils se sont retirés et présentement, nous avons un effectif aux alentours des 180. En allant jusqu'à Kiwanja et Rutshuru, où les contingents ougandais se trouvent, ils se sont retirés des Kiwanja, mais ils sont une trentaine à Rutshuru. De là, nous allons jusqu'à Bunagana. Les M23 détiennent toujours les contrôles de la frontière, mais ils se sont retirés jusqu'à 10 km dans une zone appelée Bigega Bugusa. La société civile du Nord Kivu avait alerté sur le renforcement des positions du M23 dans les territoires de Nyiragongo et Masisi, information confirmée par les gouverneurs militaires du Nord Kivu. Constant Ndima dénonce les déploiements des terroristes du M23 dans les zones où ils avaient annoncé s'être retirés. Mais au moment où je vous parle, nous constatons aussi qu'il y a reprise de position. C'est ce que nous disons, ce n'est pas conforme donc au mémorandum d'attente. Rappelons que les M23 occupent plusieurs localités dans les territoires de Rutshuru et Masisi avec le soutien du Rwanda. Sécurité toujours, le vice-premier ministre en charge de la défense et ancien combattant Jean-Pierre Bemba a reçu l'ambassadeur égyptien Echam Al-Mekwad et celui du Congo-Brazzaville Cyprien Sylvestre Mamina, venus tous deux réaffirmer leur engagement à appuyer la RDC dans la lutte contre le terrorisme que subit l'Est de la République démocratique du Congo. De son côté, le ministre des Finances a fait hier lundi la restitution de la participation de la RDC à l'ensemble de printemps du FMI et de la Banque mondiale. C'est au cours du débriefing avec la presse nationale et internationale réunie à Kinshasa. Des assemblées qui se sont tenues du 10 au 16 avril dernier à Washington et avaient pour but de faire le suivi sur les grandes révolutions mondiales. Regardez. Introduit par son collègue des communications et médias, le ministre des Finances a démontré aux journalistes présents à ces rendez-vous les records battus par la RDC en termes de taux de croissance avec 8,6% sur les continents. Une évolution qui salue la Banque mondiale, d'autant plus que les chiffres macroéconomiques de la RDC sont enviés par tous les autres pays. Cette croissance, il faut les retenir, est portée par les secteurs miniers qui malheureusement ne créent pas beaucoup d'emplois. Cela s'explique du fait qu'il y a la hausse de la production et des cours des minéraux qui sont exportés, dont les effets se retrouvent à l'extérieur du pays, et la RDC n'a que les bénéfices en termes de recettes, chose qui pousse les Congolais à être dubitatifs sur ces recettes. Nicolas Kazadi reconnaît qu'il n'y a pas d'impact dans l'économie congolaise et pour y arriver, les Congolais doivent participer davantage au partage des richesses. Nous mettons maintenant en place un plan de travail qui va nous permettre progressivement de sortir. D'une manière globale, nous avons été félicités par toutes ces institutions pour ces progrès. Croissance économique, collecte de l'impôt. Nous avons été meilleurs en Afrique en termes de progression de l'impôt. Répondant à la question sur la position du FMI de réduire les billets de 16 milliards à 3 milliards de dollars afin que cela soit réalisable, Nicolas Kazadi dit que ceci relève de la mauvaise foi simplement de gens qui ne jurent que sur la déstabilisation des institutions. Pour l'heure, avec cette croissance macroéconomique de la RDC, personne ne peut contester l'appui des institutions financières internationales, a conclu le patron des finances en RDC.
À ce sujet, il s'observe en RDC une instabilité totale sur les prix des produits dans les marchés en raison de l'inflation du taux de dollar qui varie parfois selon les changeurs de monnaie. Une situation qui inquiète les Congolais en général et les Quinois en particulier qui haussent le ton, appelant ainsi à l'implication rapide des autorités du pays. Héritier Tambouin. Plus le taux du dollar prend de l'ascension, plus il cause une faim extrême dont les paniers de la ménagère censés nourrir au quotidien la famille, qui reste parfois vide à cause de la hausse des prix sur les marchés des produits de grande consommation. Situation inquiétante qui ne permet pas parfois aux familles de la classe sociale prolétaire de subvenir à leurs besoins, faute de l'impact de cette inflation, et c'est dans tous les secteurs de la vie. Avant cette inflation, un colis de feuilles de manioc s'est négocié à 10 ou 18 000 francs congolais. Mais aujourd'hui, on l'achète à 100 000 francs. La cause, c'est le taux du dollar qui revient à la hausse. On achète les marchandises à un tarif très élevé. Cela nous rend la tâche difficile parce qu'on ne gagne rien du tout à cause de cette inflation. Comment comprendre que même ces gombo et aubergines, nous les achetons parfois à 150 voire même 170 000. Contre toute attente, les changeurs de monnaie, communément appelés cambistes, face à cette situation s'accusent mutuellement à l'absence totale des autorités publiques de ces secteurs. Tout était normal il n'y a pas longtemps ici. Ce sont les cambistes qui mettent des pancartes affichant les taux élevés du dollar qui sont auteurs de cette inflation. Il n'y a pas de sérieux dans ce secteur. D'autres changeurs se permettent parfois de négocier avec les clients, les proposant des montants élevés pour tout simplement chercher à changer ces dollars. Quant au remède à cette dépréciation du franc congolais face à la monnaie étrangère, plusieurs changeurs de monnaie, également les vendeuses, pointent du doigt au gouvernement national étant les mieux placés à remettre les compteurs à zéro. Ils déplorent fermement la non-implication active des autorités du pays. Dans l'actualité également, à quelques mois du coup d'envoi des 9e Jeux de la francophonie prévus à Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023, les policiers du groupe mobile d'intervention GMI sont en formation pour la sécurisation de ce grand événement. Assuré par 2 experts, la session a débuté hier lundi et va se clôturer le 28 avril prochain. Au total, 40 policiers du groupe mobile d'intervention suivent cette formation financée par l'Organisation internationale de la francophonie et le réseau international francophone de formation policière avec la facilitation de l'ambassade de France. Dans son mot d'ouverture, le directeur national de 9e Jeux de la francophonie, Isidore Kwanja, est revenu sur les défis sécuritaires de ce grand événement attendu. Il a invité les participants à assimiler la matière pour réussir ce pari. Nous avons eu l'appui du gouvernement français à travers Interpol, qui travaille en collaboration avec l'Organisation internationale de la francophonie, qui a accepté d'envoyer les experts pour venir renforcer les capacités de notre police nationale. Et ce matin, je suis venu pour les encourager parce que nous comptons cirer pour assurer une bonne sécurité de tous nos athlètes et nous aimerions que pendant tous les séjours que les athlètes vont passer ici et qu'ils soient dans de meilleures conditions, qu'ils soient sécurisés. Parmi les matières au menu de cette session figurent l'analyse des risques, la stratégie de la désescalade, l'intervention dans les stades et l'encadrement de supporters. Hormis la partie théorique, il est prévu une partie pratique avec plusieurs exercices des simulations, a précisé le capitaine Mathias Duin, commandant de l'unité adjoint de la police française et un des facilitateurs de cette formation. Dans la province de Mai-Ndombe, Nancy et Fambe a effectué une tournée de reconnaissance du territoire et de visibilité. C'était aussi pour prêcher l'idéologie du parti politique Agissons pour la République et sensibiliser la population sur la vision du chef de l'État et celle de l'autorité morale Guy Luandomboyo. En tournée de visibilité dans son Mai-Ndombe, Nancy et Fambe est descendu dans cette province pour palper du doigt les réalités du coin. Sur place, Nancy et Fambe a été accueillie en princesse, signe de loyauté et d'amour lui témoigné par les habitants du territoire d'Ekieri.
passionné de la gestion de la chose publique et de la politique. C'est au cadre influent du parti politique agissant pour la République de Guy Luando a inauguré le siège du parti dans ce territoire et a tenu à distribuer des pagnes à toutes les mamans présentes. Et ces dernières ont témoigné leur reconnaissance à Nancy Efambé. Nous, les mamans disciples de EBB, nous sommes très émus de la visite des mamans Nancy, de nous avoir apporté des vêtements. Ainsi, nous souhaitons que son règne continue et qu'il accomplisse de grandes choses. Nous sommes très émus de la venue des mamans Nancy, car c'est la première fois qu'on ait une députée à Kiri. Nous ne voterons que elle. Après avoir parcouru toute la province de Maïndombe, territoire et chefferie, Nancy Efambé a constaté l'impraticabilité des routes et demande à cet effet l'implication des autorités pour trouver solution. Les cadres et agents de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé ont, dans un mémo adressé ce mardi 25 avril au chef de l'État et à l'opinion nationale, refuté toutes les allégations mensongères qui ne les concernent pas, distillées dans la presse et les réseaux sociaux contre la direction générale tenue par Miguel Katem-Kachal. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous remercions pour la nomination des nouveaux mandataires au sein de notre établissement public, nomination qui vient concrétiser votre vision chère, à savoir celle de promouvoir une nouvelle classe moyenne véritablement congolaise. Mais avant toute chose, nous voulons exprimer notre profonde indignation de voir certaines personnes parler et agir avec mauvaise foi, tendant à saboter les actions de l'actuel management, sans mandat ni qualité, au nom des agents de l'ARSP que nous sommes. Alors que depuis l'avènement du dit management, nous avons constaté une grande amélioration dans le travail, avec des résultats positifs. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous prions à votre haute autorité de ne prêter aucune attention aux propos mensongers et diffamatoires contenus dans des tracts qui circulent à travers les réseaux sociaux et qui sont l'œuvre d'un groupe d'individus animés d'un esprit malveillant qui prétend parler et agir sans mandat ni qualité au nom des agents de l'ARSP que nous sommes. Autre fait social dans ce journal, ils sont partout dans les grandes artères de Kinshasa et facilitent grâce à leur présence le déplacement de la population. Les motocyclistes sont pourtant victimes des tracasseries de la part des agents mandatés par les autorités de la ville. Une situation qui met en difficulté ces Congolais qui se démènent pour trouver le pain quotidien. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, est aujourd'hui dominée par la présence massive des motocyclistes. Ces conducteurs des taxis-motos remplissent les coins et recoins de la ville, facilitant ainsi le déplacement de la population, comme le témoignent ceux qui n'ont interrogé, qui plaident en faveur de ceux qui n'ont pas accès à certaines communes, telles que celle de la Gombe, parce que interdit par les autorités. Il appelle l'État congolais à équilibrer les choses en encadrant ces Congolais qui se battent pour le pain quotidien. Interdit les motards d'arriver à Gombe, mais je trouve que c'est privé aux gens le moyen de déplacement. Nous savons tous qu'à Kinshasa, nous éprouvons des énormes difficultés de transport, ok? Mais ce n'est pas seulement les transports comme le font les autres, mais ces jeunes gens ont créé les emplois. Il suffit tout simplement de les encadrer, les orienter pour que cela devienne, génère des recettes aussi à l'État. La présence massive des motocyclistes à Kinshasa se traduit aujourd'hui en une véritable solution pour les Kinois, puisque cela facilite justement le déplacement de ces derniers. Mais ces Congolais, pour la plupart venus du Grand Kasaï, excellent en tout cas dans des actes qui vont justement à l'encontre de la loi. Il y a donc lieu pour l'État congolais de pouvoir imposer son autorité afin de faire appliquer la loi, car dit-on, dur Alex, c'est de l'ex. La loi est dure,
mais c'est la loi. Au Soudan, les deux forces militaires, dont à la tête les généraux rivaux, auteurs des affrontements, ont fini par négocier un cessez-le-feu de 72 heures sous l'égide des États-Unis après 10 jours de combat, causant jusqu'à plus de 400 morts. Durant 10 jours des combats militaires, faisant des centaines de morts et blessés, les deux généraux Abdel Fattah al-Burhan et Mohamed Abdan ont finalement conclu à un cessez-le-feu des 72 heures avec l'appui des autorités américaines. Quant aux forces armées soudanaises, à travers une déclaration qu'elles ont faite sur Facebook, indiquent qu'elles respecteraient l'accord des cessez-le-feu à condition que leurs rivaux fassent de même. Les hommes de Mohamed Hamdan, issus de forces de soutien rapide, ont à leur tour également annoncé une trêve pouvant permettre à l'ouverture de couloirs humanitaires et pour faciliter les déplacements des civils. Explosions, tirs aériens n'ont pas cessé depuis le 15 avril à Khartoum, poussant à l'exode des milliers d'habitants de la capitale. Les combats ont déjà fait plus de 427 morts et 3700 blessés, selon les bureaux des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires. Ici est de noter que les conseils de sécurité doivent se réunir ce 25 avril au sujet du conflit. Malgré les départs de nombreux diplomates et citoyens étrangers, Volker Perthes, le chef de la mission de l'ONU, qui tente depuis 4 ans d'obtenir des militaires au pouvoir une transition vers la démocratie, a annoncé qu'il resterait au Soudan. Sport en RDC, c'est désormais officiel. La FIFA va installer un comité de normalisation à la tête de la Fédération congolaise de football association pour essayer de remettre les choses sur les rails avant la convocation d'une assemblée générale extraordinaire et élective. Le secrétaire général de la CAF va élucider tous les points au cours d'une conférence de presse qu'il va organiser ce mardi à Kinshasa. Le bureau du conseil de la FIFA a décidé de nommer un comité de normalisation pour la Fédération congolaise de football association, conformément à l'article 8, alinéa 2 des statuts de la Fédération internationale de football association. Le mandat du comité de normalisation prendra fin au plus tard le 30 novembre 2023 et consistera à gérer les affaires courantes de la FECOFA, veiller à ce que les membres des comités électoraux soient élus par le congrès de la FECOFA, en accord avec les nouveaux statuts et le nouveau code électoral de la Fédération, approuvé le 15 septembre 2022. Il sera aussi question de veiller à ce que l'élection des membres et des affiliés de la FECOFA ait lieu en temps utile, mais aussi l'élection d'un nouveau comité exécutif de la FECOFA soit organisée en accord avec les nouveaux codes statutaires de la Fédération congolaise de football association. Le comité de normalisation se composera d'un nombre opportun de membres désignés conjointement par la FIFA et la CAF dans le plus bref délai. Tous ces membres feront l'objet d'un contrôle d'éligibilité mené par la commission de contrôle de la FIFA conformément au règlement du gouvernement de la FIFA. Aucun d'entre eux ne sera éligible pour le poste à pourvoir lors des élections de la FECOFA, quelles que soient les circonstances. Les mandats du comité de normalisation courra jusqu'à ce que ces derniers aient mené à bien les tâches qui lui ont été confiées. Le secrétaire général de la Confédération africaine de football va élucider la question au cours d'un point de presse qu'il va organiser ce mardi à Kinshasa. On en vient au rappel des principaux titres. La journée mondiale de lutte contre le paludisme a lieu ce mardi 25 avril. En RDC, la maladie est la première cause de décès chez les enfants de moins de 5 ans et ce, malgré les vaccins. Début de l'enquête après l'incendie qui a ravagé presque la moitié du lycée Mwanga de Kolwezi dans la province du Lualaba. Le gouvernement provincial précise néanmoins qu'il n'y a pas eu de mort. Au Soudan, un cessez-le-feu de 72 heures signé par Burhan et Meti sous l'égide des États-Unis a été décrété, cela après 10 jours de combat qui ont causé jusqu'à plus de 400 morts. La revue de presse est dans un instant sur votre chaîne, ne nous quittez pas. Dans une sélection signée Héritier Tambois, l'incendie du lycée Mwanga revient et les nouvelles du Kenya. Bonjour et bienvenue Héritier. Merci beaucoup Amina et salutations respectueuses à toutes ces personnes qui nous suivent de partout.
Je le disais tantôt, l'incendie du lycée Mwanga Ololaba plonge la ville de Kolwezi dans les mois. Exactement, Aminan. C'est le sujet qui fait la une des journaux parus ce mardi à Kinshasa. Selon Radio Okapi, l'incendie au lycée Mwanga, une des grandes écoles de Kolwezi, a plongé toute la ville dans les mois, étant donné que plusieurs élèves étaient déjà dans les salles des classes. Ce média renseigne que les autorités provinciales et éducationnelles de Kolwezi assurent qu'il n'y a aucun cas de décès, mais des nombreux blessés. À cette information, plusieurs sources renseignent par ailleurs que le fait a été observé depuis le dimanche dans la nuit du côté de l'internat de cet établissement scolaire qui encadre les filles. Radio Okapi indique que parmi ces enfants, il y en a qui ont aspiré la fumée et qui s'étaient évanouis. D'autres sont blessés et d'autres encore traumatisés. Jusqu'à présent, Amina, l'origine de l'incendie n'est pas encore déterminée. 132 cas de victimes, aucun décès selon le gouvernement. C'est le titre du média Actualité.cd qui rapporte le nombre de cas enregistrés dont les victimes sont actuellement dans différentes structures sanitaires pour une prise en charge. Dans son rapport, publié le même lundi après l'incendie, le directeur provincial de l'EPST dans le Lualaba précise qu'il y a eu des dégâts majeurs qui ont touché cette école catholique. Il parle notamment d'une bibliothèque consumée, l'internat, 5 salles de classe, le secondaire et 4 salles de classe d'une école primaire. En effet, une enquête est ouverte pour déterminer l'origine de cet incendie, a ajouté Daouda Kapenda, ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité pour Lualaba. Sujet également à la une de la presse internationale au Kenya, plus de 70 corps de fidèles d'une secte exhumés dans une forêt. Oui, c'est l'une des informations insolites à la page africaine. De nouvelles exhumations effectuées lundi portent aujourd'hui à 73 le nombre de dépouilles découvertes depuis une semaine dans la forêt de Chakaola, située dans l'est du Kenya. France 24 apporte une précision disant que les défunts sont les fidèles de l'église nommée Internationale des Bonnes Nouvelles, une secte dont le chef aurait dit de jeûner pour rencontrer Jésus et justement aller au paradis. Le chef de la secte, Mackenzie Ntenge, s'est rendu le 15 avril à la police avant d'être placé en détention. Selon le média locaux, 6 fidèles de cette église ont également été arrêtés. France 24 renseigne que l'affaire doit être examinée par la justice le 2 mai prochain. Par ailleurs, Amina, TV5 Monde pose une bonne question d'ailleurs à sa une, celle de savoir qui est Paul Mackenzie Ntenge, pasteur accusé de pousser ses fidèles à jeûner jusqu'à la mort. Selon nos confrères, peu d'éléments sont fournis sur cet homme. C'est en effet un ancien chauffeur de taxi de la ville touristique de Malindi au Kenya. Il est le fondateur de l'église internationale des Bonnes Nouvelles en 2003. Ce pasteur est persuadé d'avoir un pouvoir spirituel et prophétique et d'autres témoins et d'être témoin d'apparition de Jésus. Alors, avec des antennes dans plusieurs régions du Kenya, l'Église internationale des Bonnes Nouvelles revendiquerait, Amina, d'après ce que l'on a lu, plus de 3000 membres, dont 1 millier dans la ville côtière de Malindi, où ces pasteurs étaient installés. Alors, ces prêches tournaient autour de la préparation de la fin des temps. Voilà qui met fin à notre revue de presse, Amina Bayombo. Merci, héritier, pour cette sélection. Je vous en prie. L'actualité continue sur votre chaîne. À très bientôt pour une nouvelle édition. L'actualité reste en continu.